Merci Aurélie et enchanté, bienvenue, je suis heureux de vous retrouver pour ce cycle de conférences organisé en partenariat avec le magazine Respect, qui est un magazine trimestriel qui donne la voix à celles et ceux qui ne l'ont pas ou qui l'ont moins. Il y a quelques magazines ici et je pense qu'il y en aura un petit peu dans les espaces pendant la soirée. Et donc je m'appelle Florent Manelli, pardon, je ne me suis pas présenté. Et je suis très heureux de commencer ce cycle de conférences sur une thématique qui me tient à cœur, qui s'appelle Nous. Alors c'est un titre un petit peu énigmatique, mais c'est un thème qui permet de se questionner et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut créer des communs, vivre ensemble, créer un monde désirable pour tous, pour toutes. Pour répondre à ces questions, pour essayer de s'interroger là-dessus, j'ai Claire Pétro qui est à côté de moi, qui est la fondatrice des Pépites Vertes, qui n'est pas une association mais une entreprise, et ce sera intéressant de se questionner sur ça. Et à côté d'elle, Sarah Durieux. Je sors mes notes parce que ton introduction est longue. Experte en mobilisation citoyenne, ancienne directrice de la plateforme de pétition citoyenne change.org, autrice, un super bouquin que je vous conseille qui s'appelle Changer le monde, manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir, et aussi co-directrice de la fondation Multitude, qui aide les acteurs du changement à travers l'Europe à repenser le pouvoir politique, se questionner sur la manière dont il est exercé et comment les gens peuvent s'y connecter. C'est bon ? Ok, cool. Moi, j'ai une question qui m'est venue assez rapidement en préparant cette table ronde. Avec ça, on va tirer un petit peu le fil sur les différentes questions qu'on peut se poser. C'est comment, aujourd'hui, dans un monde qui semble fracturé, ou peut-être qu'il l'est véritablement, on recrée de la valeur entre nous. Claire, Sarah ? Bonsoir, ravie de partager cette table ronde avec vous deux et avec vous qui êtes présents. Donc moi, pour présenter un petit peu comment fonctionnent les pépites vertes et comment ça va me permettre de répondre à la question, je me retrouve pendant le confinement à recevoir énormément de messages d'étudiants et d'étudiantes qui me disent « Écoute Claire, tu travailles déjà dans la transition écologique, tu as diplômé récemment, comment tu as fait pour trouver ta voie? Comment tu as fait pour trouver l'entreprise qui te correspond, avoir un impact, avoir du sens ?» Et à ce moment-là, je me dis « Bon, c'est un peu anecdotique, quelques étudiants m'écrivent, je vais répondre. » Et en fait, les semaines passent et les demandes sont de plus en plus nombreuses et je réalise qu'il y a un vrai mouvement de fond. Il n'y avait pas encore les grands discours des étudiants type AgroParisTech qui ont beaucoup fait parler. Mais c'était en 2020 et il y avait déjà ce sujet de fond. Et je réalise qu'en fait, il n'y a pas d'imaginaire autour des métiers de la transition et qu'on a beaucoup de mal à visualiser ce qui existe. Donc du coup, je crée le média à la base. J'ai envie de lancer une chaîne YouTube, donc je lance une chaîne YouTube et je pars à la rencontre de jeunes talents de la transition écologique. Ça va être aussi bien Théophile qui travaille à la Ligue pour la protection des oiseaux et qui nous explique les défis de la biodiversité à l'échelle de la ville d'Angers, que par exemple Jasser qui est consultant dans un grand cabinet en transition énergétique. Et c'était mon objectif d'aller aussi jusqu'à l'agricultrice qui s'appelle Sarah aussi, qui est ma petite sœur, qui reprend la ferme de nos grands-parents et de montrer les opportunités dans tous les secteurs, quelle que soit la structure juridique, le métier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je crée le média. Côte à côte sur le média, il y a ces pépites vertes qui sont visibles. Et là, je réalise, je me dis, mais ces gens sont côte à côte, mais ils ne sont pas encore connectés. Est-ce que ça aurait de la valeur de leur proposer de se connecter? Donc, je les appelle et je leur dis, dis donc, dans l'interview, tu m'as dit que tu avais un super job, mais en vrai, comment ça va? Et tous et toutes me disent, c'est compliqué. C'est compliqué de porter l'engagement dans mon travail. Je me sens seule, je me sens isolée. Mes copains, ils trouvent que je suis l'écolo chiant. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui pourrait t'aider à te sentir moins seule? Est-ce que peut-être une communauté, des pairs partagés, ça t'aiderait? Et là, tout de suite, on me dit, ah oui, c'est quoi l'adhésion? Comment je vous rejoins? Et donc en 2021, un an après, on lance un club des pépites. Et là, on est cette année en 2022 à la 2e promo. En 2021, 70 personnes nous rejoignent. En 2022, 125 personnes nous rejoignent. Et donc adhèrent avec la volonté première de se sentir moins seul et de se connecter à des personnes qui partagent la même expérience de vie, à savoir
il et elle essayent de bouger les choses en interne. Et donc pour moi, le nous, quand on prépare une conférence comme ça, c'est se dire comment on part du je, de moi, mes aspirations, ce que je sais faire, ce que j'aime faire, au nous en tant que projet collectif, même si on n'est pas dans la même entreprise, dans les mêmes secteurs, à partir du moment où on partage quelque chose, soit une expérience, à savoir, voilà, je suis salarié et j'essaye de bouger les choses alors que j'ai pas de pouvoir, ou des convictions. Et des convictions d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment la base de notre média et de notre vision que de s'asseoir sur des valeurs d'entraide et de coopération, contrairement au modèle qu'on nous a proposé jusqu'ici. Et on essaye de rappeler autant que possible aux gens de notre communauté et qui nous lisent que c'est possible en fait d'imaginer des modèles de coopération, d'entraide, et on fait la preuve. Grâce à un média, forcément, on fait la preuve. Parce que je pense que les gens ont besoin d'y croire à nouveau, effectivement, parce qu'on a un gros sentiment d'isolement en ce moment, et c'est notre manière à nous, du coup, d'y répondre. Sarah ? On se retrouve sur beaucoup de choses. Je pense que c'est pour ça qu'on est dans la même table ronde. Donc on se posait d'ailleurs la question, est-ce que ça allait être un débat? Je pense que ça ne sera pas trop un débat, on est à peu près d'accord, mais du coup plutôt avec des perspectives et des expériences différentes. Et je pense que ma très longue bio qui n'est pas du tout acceptable et qu'il va falloir que je coupe des trucs et que je sois plus claire. Mais je pense que le fil rouge, moi, de mon engagement, c'est vraiment la question du collectif, la question de l'organisation collective comme un outil d'émancipation à la fois individuelle et du coup de changement de société et d'émancipation collective. Et ce que je pense que j'ai vu dans toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai milité, c'est ce sentiment d'individualité qui est à la fois nécessaire et en même temps qui nous isole. Donc on a besoin d'être reconnu en tant que personne, et c'est pour ça que je te retrouve, et en même temps on a besoin d'appartenir à un tout. Et donc le plus gros de mon expérience, moi, a été de travailler avec des gens qui étaient confrontés à des problèmes dans leur quotidien et qui se retrouvaient avec comme seul recours possible de lancer des mobilisations citoyennes, notamment via des pétitions. Et ce que j'ai vraiment réalisé, c'est l'impact finalement de passer d'une problématique individuelle à une problématique collective, à la fois comment c'était puissant pour les personnes individuellement, mais aussi comment ça pouvait être puissant pour résoudre des problématiques systémiques qu'on rencontrait dans nos sociétés. Et je me rappelle d'ailleurs d'une expérience, mais qui n'est pas uniquement une expérience qu'on a eue, nous, chez Change.1, mais qu'on a vu beaucoup. C'est une dame qui avait lancé une pétition parce qu'elle avait des grosses problématiques pour scolariser son enfant. J'utilise très souvent cet exemple parce que je pense que ça peut parler à tout le monde. Un enfant qui était handicapé, qui n'avait pas accès à une aide pour pouvoir être scolarisé et qui avait l'impression d'être seul. Et finalement, en lançant cette pétition, elle a eu beaucoup de signatures, et dans ces signatures, il y a beaucoup de parents qui étaient dans la même situation. Et donc, leur rencontre a permis d'adresser ce problème de manière collective auprès des autorités et des responsables politiques. Et donc, ce passage de l'individualité comme je suis seule, isolée face à ce que je vis, à on est ensemble et on peut le résoudre, c'est assez puissant. Je pense que notre difficulté aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait nous, c'est qu'on a l'impression qu'on a tous et toutes des problèmes différents, ou qu'on a tous et toutes des perspectives différentes, sauf qu'on a besoin de retrouver qu'est-ce qui sous-tend nos problématiques individuelles, et en fait on se rend compte, et on est à la Cité de l'économie, donc je pense que nos modèles, et notamment nos modèles économiques, mais aussi nos modèles de coopération, comme tu en as parlé, la manière dont on envisage de vivre ensemble a un impact hyper important, et donc on a besoin d'adresser ça collectivement. Et puis peut-être la dernière chose, parce que tu disais le je et le nous, je pense qu'il y a une vraie question aussi qui nous permet de faire du nous, c'est la question du partage du pouvoir. Donc j'imagine que quand on parle d'économie, on parle beaucoup du partage des richesses, où on le voit sous un angle de transaction. Mais pour moi, il y a la question du pouvoir qui est hyper fondamentale dans le fait de faire société et de pouvoir vivre ensemble. Et aujourd'hui, je pense que, en tout cas ma perspective, c'est que le plus gros problème qu'on rencontre, c'est la concentration du pouvoir, et surtout le sentiment pour beaucoup d'individus de ne pas avoir de pouvoir, de ne pas avoir de dignité, de ne pas avoir la possibilité d'avoir un impact sur le monde et sur leur environnement. Et ça, si on arrive à résoudre cette question du pouvoir, à la fois dans son partage effectif, mais aussi dans un sentiment d'empouvoirment individuel, je pense qu'on peut résoudre beaucoup, beaucoup de choses. Merci pour ces explications. On passera un petit temps de questions-réponses, si vous voulez, à la fin de la conférence, pour celles et ceux qui ont des questions. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé dans vos parcours aussi, c'est le rôle de vos expériences personnelles dans cet engagement aussi. Comment vous expliquez aussi qu'il y a une part d'intime qui vient se mettre aussi, qui vient se mêler à ces expériences professionnelles, engagées dans cette mise en mouvement finalement? Allez, après on change. Prochaine fois, c'est toi.
Le premier mot qui me vient quand tu poses cette question, c'est le mot des émotions. Personnellement, tout ce qui s'est passé sur mon adolescence et mes premières années à la sortie de mes études, la manière dont j'ai rencontré les défis du dérèglement climatique, les problématiques agricoles, alimentaires, m'ont bouleversée d'émotions très fortes et difficiles à vivre. Et j'ai été face à ces émotions et j'ai eu travaillé effectivement 7 jours sur 7, tous les jours, vu que je suis passionnée. Donc, il y a quand même cette limite à se rappeler. Et nous, on le ressent entre la quête d'impact des gens vs la quête de sens. Et quand on est dans une grosse quête d'impact et quand on est bouleversé par ce qui se passe, on a envie d'impact, comme s'il y avait un quantificateur d'impact. Des fois, on me dit, tu crois que je devrais mieux aller dans un grand groupe, tu crois que je devrais mieux aller à l'échelle européenne, tu crois que... Comme si c'était ça l'objectif final. Et je dis, je te préviens tout de suite où que tu ailles. Si ton bien-être personnel et si ton sens personnel et si tes besoins personnels ne sont pas remplis, tu ne pourras avoir aucun impact. Donc la question à se poser, et on revient à ce que tu disais, c'est moi, de quoi est-ce que j'ai besoin pour être sain au travail, de quel type de collègue j'ai besoin, de quel type de bureau, de télétravail ou pas j'ai besoin, alors je pourrais avoir un impact incroyable et briller et rayonner si je suis gentille avec moi-même, quoi. Donc c'est comme ça qu'on essaye un peu d'accompagner les talents qui parfois, forcément, brouillent beaucoup les choses entre le pro et le perso. C'est normal d'avoir envie d'être une seule tête et une seule personne. Ceci dit, c'est important de prendre soin de soi dans son engagement. Et j'imagine que c'est des choses que tu retrouves aussi, même si ce n'est pas lié au travail, dans le militantisme en général. Tu veux ajouter quelque chose, Sarah ? Non, je suis assez d'accord. Enfin, je pense que moi, parfois on me demande de venir faire des interventions dans des entreprises sur l'activisme, et je pense que la première chose que j'ai beaucoup fait des interventions auprès de gens qui sont plus dans des positions de management, et donc je te rejoins parce que je pense qu'une des premières choses qu'on discute, c'est le fait qu'aujourd'hui, encore plus, je pense maintenant qu'hier, les gens ne laissent pas leur engagement et leur militantisme à la porte quand ils arrivent au travail. Et donc, c'est plutôt positif. Je pense que c'est ça qui a permis notamment que dans certaines entreprises, il y ait des engagements forts qui aient été pris sur les questions de transition, mais aussi sur les questions d'équité et de représentation. Et moi, c'est un sujet sur lequel je pense qu'il est important de se mobiliser aussi. C'est qui est présent dans la pièce, qui est présent dans le management des entreprises, quelle place on donne à des diversités de perspectives. Et donc, je pense que s'il n'y avait pas eu des gens qui étaient engagés, qui n'avaient pas laissé leur engagement à la porte de leur entreprise, mais qui les avaient pas amenés comme ils l'ont fait dans les entreprises, il y aurait beaucoup de progrès qu'on n'aurait pas fait. Donc, ça me semble fondamental, soit de se dire... oui, je peux faire de mon activité professionnelle un engagement, mais aussi je peux très bien avoir une activité classique dans une entreprise classique ou dans une organisation qui n'est pas forcément à impact, comme on dit, mais d'amener la perspective de la transition, de l'équité, de la justice dans le cadre de mon travail, et notamment dans le cadre d'une réflexion, je dirais, collective sur comment est-ce qu'on fait les choses bien quand on fait les choses ensemble. Alors on a parlé du monde du travail et c'est vrai que l'engagement, l'action, le militantisme, quel que soit le mot qu'on y met derrière, a envahi un petit peu toutes les sphères de nos vies. Le travail, la sphère intime, personnelle, parfois des grands débats de famille, je ne sais pas vous, mais à Noël, moi c'est à chaque fois très mouvementé. Comment vous expliquez, vous, qu'aujourd'hui, cette volonté d'action prenne de plus en plus de place ? Est-ce que c'est avéré dans le réel ? Est-ce que c'est simplement du bruit ? Et comment est-ce que vous vivez aussi ces derniers mois, ces dernières années, une forme de diabolisation d'une forme d'action aussi et de militantisme d'une parole politique, médiatique, qui du coup déferle sur des discours qu'on peut entendre nous dans notre quotidien. Je vais commencer du coup. Moi, je vais être très très direct. Je suis assez inquiète sur le fait qu'on arrive dans un espace public où finalement on considère aujourd'hui le conflit comme une agression. Et donc je pense que ce qui fait une démocratie qui fonctionne, c'est qu'il y ait du conflit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des idées qui s'opposent. Et ça, c'est fondamental. Et aujourd'hui, donc je vous recommande un super livre qui s'appelle « Le conflit n'est pas une agression » de Sarah Schulman, qui a travaillé notamment dans plein d'espaces, mais notamment en Israël. Et en fait, il y a quelque chose qui, pour moi, est assez fondamental, puisqu'on parle de faire nous. C'est comment est-ce qu'on arrive à être pas en accord les uns avec les autres et en même temps
à se respecter et à vivre ensemble. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez inquiétant, c'est qu'on voit des personnes qui se battent pour une vie digne pour tous, qui sont diabolisées ou qui sont considérées comme des personnes violentes parce qu'elles sont en conflit avec un modèle qui leur est proposé. Et je crois que on a vraiment un basculement. Je suis désolée, je veux pas. J'ai toujours du mal à amener ça parce que c'est difficile, mais je pense vraiment qu'on est dans un basculement démocratique en ce moment en France et qu'on a souvent regardé les autres pays en se disant il y a des problèmes de démocratie ailleurs, mais en fait il faut se regarder dans le miroir. Et aujourd'hui, on a des vrais problèmes démocratiques en France. Je veux prendre des exemples qu'on a vus récemment, mais ce qui est en train de se passer avec la Ligue des droits de l'homme, par exemple, qui est mis en cause par notre première ministre, qui est quand même la plus ancienne association de défense des droits et des libertés, qui n'a été dissolue qu'une seule fois sous Vichy et qui est attaquée en plein cœur du Sénat par la Première ministre, ça peut nous poser des questions, de la même manière qu'on peut se poser des questions sur la manière dont on arrive à faire, nous, lorsque on qualifie des militants sur les questions climatiques d'éco-terroristes, par exemple. Donc il y a tout un glissement sur la manière dont le conflit politique est finalement transféré en une forme associé à une forme de violence systémique. Donc je pense que pour moi, c'est réaccepter ce conflit et c'est de le remettre dans un cadre politique et pas dans un cadre, je dirais, de défense et de sécurité. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et aussi, il y a peut-être un autre aspect qui pour moi est important, c'est dans les milieux militants. Quelle est notre capacité à accepter d'amener les gens vers nous plutôt que de les rejeter s'ils ne correspondent pas exactement aux critères qu'on a définis comme des critères de militantisme qui sont acceptables. Moi, je travaille beaucoup par exemple avec des milieux féministes où on a une vraie question de qu'est-ce qu'on fait avec les personnes, les hommes en particulier, qui sont des agresseurs. Est-ce qu'on doit travailler vers des approches de justice réparatrice, par exemple? Donc, je ne sais pas si vous êtes familier ou familière avec ces approches. C'est l'idée de se dire on ne peut pas mettre les gens, on peut pas rejeter les gens à long terme. On doit avoir bien sûr une justice, une réparation, mais aussi une réintégration des gens qui ont été violents dans l'espace collectif. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a à la fois cette vraie question démocratique sur comment est-ce qu'on accepte le conflit politique, mais aussi, nous, dans des milieux militants, comment est-ce qu'on va chercher des gens pour les amener vers nous, plutôt que de les rejeter avec une approche de pureté militante, qu'on qualifie de pureté militante. Et pour moi, c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir ce thème du « nous ». Et il y a une organisation que je trouve super, qui est en Angleterre et qui s'appelle Larger Us, donc un plus grand nous, qui travaille vraiment sur ces questions-là, de comment est-ce qu'on fait avancer la justice climatique, comment est-ce qu'on travaille sur les questions de racisme, comment est-ce qu'on travaille sur les questions de sexisme, en allant chercher plus largement, tout en ayant malgré tout une volonté de changement et une approche, je dirais, ambitieuse du changement, mais d'aller vers une forme de réparation et de réconciliation. Et puis parfois, ce qui est difficile quand on milite, quand on s'engage, c'est de se concentrer sur peut-être les 5%, 10% qui nous divisent alors qu'on lutte pour la même chose, et de ne pas se concentrer sur les 90%. C'est peut-être quelque chose que toi, Claire, tu as vécu. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Moi, ce que j'aimerais commencer par dire, c'est que je me sens chanceuse de pouvoir être engagée aujourd'hui en 2023 parce que c'est OK, voire même c'est cool. C'est pas le cas, je pense, quand tu as commencé. Ça fait pas si longtemps que ça, je dirais 2, 3, 5 ans, 10 ans éventuellement, le mouvement de l'entrepreneuriat social et solidaire en France, que des pionniers travaillent pour faire de l'évangélisation en disant on peut faire autrement, c'est possible. Moi, j'arrive quand même à un moment où parler de transition écologique et énergétique dans les grandes entreprises, c'est presque une évidence. Donc, en ça, quand même, je peux me réjouir qu'on y soit enfin. Ceci dit, ce qui est important du coup dans la manière dont on va raconter l'histoire, c'est selon moi, qui forcément ai créé un média, les imaginaires qu'on écrit autour. Et c'est en ça que j'ai décidé de lancer un média où des jeunes parlent de leur métier à d'autres étudiants et étudiantes qui cherchent des métiers, parce que le but, c'est de recréer de la proximité entre des vrais gens et d'autres vrais gens pour dire, regardez, c'est possible, et c'est chouette.
Et on revient sur le sujet de la joie. Pendant longtemps, être écolo, c'est vraiment être chiant. Et aujourd'hui, ça génère de la sobriété choisie. Le vélo, c'est plus si ringard que ça. Et on a quand même cette écologie plus ou moins sexy qui arrive, qui est à notre avantage. Évidemment, ça va être le pendant d'être vigilant à tout ce qui est greenwashing, à la manière dont on raconte les histoires autour de ces sujets de transition et de transformation écologique. Mais même mon exemple perso, je crois que j'ai fini mes études en 2019. Et pourtant, j'ai fait mes études à Sciences Po. J'étais un ovni. Enfin, vraiment, mes copains de promo, ils me disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait à vouloir travailler dans la transition, dans l'entrepreneuriat social et solidaire, quoi. Et aujourd'hui, je reçois des messages énormes, beaucoup de messages. On a beaucoup d'abonnés. Il y a un gros travail de fond par des assos comme Pour un réveil écologique. C'est important de rappeler que par contre, c'est pas non plus les jeunes ne sont pas tous écolos. C'est important de pas faire aussi vous la génération. Heureusement que vous êtes là, les jeunes, etc. Ça marche pas comme ça. Il faut toujours rajouter de la nuance et pour le coup, respect le fait très bien. Le premier critère pour les jeunes en termes de recherche d'emploi, ça reste le salaire. Mais c'est normal d'une certaine manière. Ceci dit, voilà, c'est quand même grandissant. Je suis de mieux en mieux accueillie. C'est un sujet de plus en plus central. Après, ça va juste jamais assez vite, quoi. Et moi, je suis toujours pleine de reconnaissance de savoir qu'il y en a qui ont défriché seuls, de manière super inaudible, le terrain depuis 10, 20, 30 ans, quoi. Donc, gratitude éternelle pour les pionniers. Et tous ces pionniers, ces pionnières qui ont fait bouger ce curseur de normalité dans lequel aujourd'hui, Sarah, tu parlais de ce qui se passe en entreprise, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voir des comités de diversité, inclusivité, RSE, développement durable se créer avec plus ou moins d'impact et d'efficacité, certes, mais en tout cas, ça existe. Et c'est vrai que il y a 5, 6, 7, 8 ans, beaucoup de boîtes n'étaient pas équipées avec ce genre de choses. Et ce curseur donc qui a bougé depuis 3-4 ans, tu disais depuis 2019 à peu près. Comment ça s'explique? Est-ce qu'il y a des éléments politiques, des événements dramatiques qui ont marqué les esprits et qui ont entraîné un espèce de shift et un tournant? Moi, je vois deux choses. Forcément, la période de confinement a été structurante pour beaucoup de personnes qui se sont posé la question du sens. Celles qui ont pu, bien sûr, parce qu'il y avait plein de gens qui n'avaient pas forcément l'occasion car ils étaient encore sur le front. Et ensuite, de manière très concrète, climate change is real. Enfin, là, c'est-à-dire que les étés qu'on a vécu récemment et les hivers sans neige qu'on vit, les Françaises et les Français, ça y est, ils touchent du doigt les sujets. Les médias commencent enfin à couvrir les catastrophes en nommant le sujet du dérèglement climatique. Donc, je pense que ça devient de plus en plus réel. Après, c'est encore trop loin des gens pour que ce soit super palpable. Hier, j'ai été voir le documentaire de Camille Etienne qui vient de sortir, Pourquoi on se bat, où elle interviewe une personne qui, suite à une catastrophe, a perdu sa maison et elle dit je vous souhaite jamais de vivre ce que j'ai vécu. Ceci dit, maintenant que j'ai vécu ça, maintenant vraiment, j'y crois, quoi. Donc en fait, le sujet, c'est la proximité. On souhaite à personne de vivre la proximité des effets du dérèglement climatique, mais on voit de plus en plus, en tout cas. Moi, ça vous surprendra pas. Je pense que ça a changé parce qu'il y a eu des mouvements collectifs massifs et surtout, je pense que ce qui a vraiment créé en tout cas, pas uniquement sur la question de la transition, mais plus généralement, ce qui fait qu'il y a des changements culturels massifs dans l'histoire, c'est des événements dramatiques autour desquels se constituent des mouvements collectifs. Et tu as cité MeToo. Je pense que MeToo et avant ça, Balance ton porc, je ne sais pas si vous vous rappelez, en France, on avait notre autre version, ont eu un impact très important. Et ce n'est pas juste des grands mouvements à un certain moment. Donc on peut parler de MeToo, on peut parler du meurtre de George Floyd aussi, sur les questions de racisme et sur les questions de discrimination. On peut parler également de, je ne sais pas si vous vous rappelez, du petit Aylan qui qu'on a retrouvé mort sur une plage en 2015, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc il y a ces moments, je dirais, globaux, nationaux, qui constituent un peu des accélérateurs de ces mouvements collectifs pour avoir des changements. Mais souvent, il y a presque des moments, je dirais, précurseurs, ou en tout cas, je pense que pour moi, en tout cas, c'est la somme de ces mobilisations sur ces drames individuels et collectifs qui font
aussi la force de ces changements culturels. Et je me rappelle, sur MeToo, c'est assez intéressant parce que moi, j'avais travaillé sur une campagne à l'époque chez Change.org, je ne sais pas si vous vous rappelez de Jacqueline Sauvage, si vous aviez entendu parler de son histoire. Donc, c'est une femme qui avait été victime de violences par son mari pendant plus de 20 ans, qui avait fini par le tuer, en ce que beaucoup des féministes définissent d'ailleurs comme de la légitime défense, mais pas comme une légitime défense au sens du droit. Et donc, en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que cette campagne avait été menée donc, pour que Jacqueline Sauvage soit graciée. Et ça, c'était avant MeToo. Et je sais que ce n'est pas exactement les mêmes sujets, mais sur la question des violences sexistes, je pense qu'on a vraiment vu une accélération de la prise en charge collective via des mouvements de drames personnels qui sont devenus un peu des vecteurs de changement culturel. Et ça revient à ce qu'on disait au départ, de l'importance de l'individu en fait, dans nos mouvements collectifs et l'importance de prendre en charge collectivement ce que l'on peut vivre individuellement. C'est ça pour moi qui fait vraiment ces changements. Après, je crois aussi que, en tout cas sur les questions climatiques, il y a un travail vraiment, et moi je pense que les faits ne convainquent pas les gens. J'en suis persuadée. D'ailleurs, c'est ce que la science cognitive nous dit. Sinon, il y a longtemps qu'il y aurait beaucoup de choses qui auraient changé. Donc, les émotions, par contre, et les expériences font changer les gens. Est-ce que tu expliques de l'expérience, en fait, de ce que c'est que le changement climatique, les sécheresses, les inondations, etc., nous ont permis de prendre conscience de beaucoup de choses. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut qu'on reste attentif à ce qui nous arrive autour de nous et qu'on ne soit pas uniquement focalisé sur ce qui se passe au niveau macro. Et ça, je trouve que c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on arrive à changer, notamment quand on parle de changements systémiques massifs, de nos modèles économiques, de modèles de production, par exemple. C'est important de réfléchir au global, mais c'est aussi ce qui va nous faire shifter, c'est l'expérience individuelle. Donc les rencontres, sortir de nos zones de confort, par exemple, aller rencontrer des gens qui essayent de vivre comme agriculteurs, par exemple, peut changer notre perspective sur l'agriculture et sur un modèle productiviste, par exemple. Mais je pense aussi, et je me permets la remarque, puisqu'on en a parlé, Florence, sur la question de la représentation, et notamment de qui sont les personnes dans la salle. Donc là, vous voyez sur les gens qui interviennent ce soir, on est tous probablement bac+5 blancs, citadins, parisiens. Je ne sais pas, je ne préjuge pas de qui est dans la salle, mais je pense qu'on a vraiment besoin de se poser la question de comment est-ce qu'on va à la rencontre d'autres personnes en dehors des gens qui sont dans nos cercles directs, justement pour construire de l'empathie et pour arriver à faire ces changements culturels et ces bascules sociétales, quoi. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des questions? La première question, c'est toujours la plus difficile. Si vous n'en avez pas, moi j'en ai plein, encore. Ou des remarques, des choses qui vous ont attrapé l'oreille, qui vous ont un petit peu surpris, surprise, non? Et c'est d'ailleurs hyper intéressant de voir le traitement médiatique de ce féminicide à l'époque versus aujourd'hui. Moi, je regarde beaucoup des vidéos de Lina sur YouTube et je vous conseille, si vous avez du temps, en tout cas si ça vous plaît, mais il y a beaucoup de plateaux télé qui traitent de ce féminicide, qui déjà ne donnent pas le mot féminicide, qui posent beaucoup de questions qui aujourd'hui nous font lever les yeux. Et c'est hyper intéressant de voir comment aussi le monde a énormément changé en ce temps-là, de voir que les féministes qui prenaient la parole à l'époque n'étaient pas écoutées, de voir tout ce qui se jouait. Et c'est hyper important, je crois, d'avoir ces archives-là et cette histoire-là pour comprendre et bien analyser ce qu'on vit aujourd'hui, d'où on part, et voir comment ce fameux curseur de normalité a bougé pour justement tenter de ne pas reproduire les mêmes choses. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je remarque et je ne sais pas si ça vous parle à vous deux. Je suis complètement d'accord. Et justement, comme on parlait de proximité, en fait, c'est quelqu'un que tu connais pas. Enfin, j'imagine, je sais pas si c'est une amie. Enfin, c'était une amie. Mais en fait, c'est cette question de la proximité, elle est souvent questionnée. Et je la trouve légitime, par exemple. C'est vrai qu'on va être plus réactif. Hein, on va pas se mentir, on a été beaucoup plus réactif à ce qui s'est passé en Ukraine et aux personnes qui sont venues se réfugier
en France d'Ukraine que des millions de réfugiés qui sont venus de plein d'autres pays, notamment d'Afrique subsaharienne ou d'autres pays de Syrie, etc. Et du coup, je pense que c'est une question de proximité. Et je ne pense pas qu'il faut nier le fait qu'on peut se sentir plus proche de certaines personnes parce qu'on s'y identifie plus. Est-ce que pour autant c'est acceptable? Et est-ce qu'on ne doit pas justement se challenger nous-mêmes et se dire comment ça se fait que j'ai beaucoup plus réagi au fait qu'il y ait des bombardements en Ukraine que quand il y a eu des bombardements en Syrie? Le fait qu'il y ait des enfants qui soient morts sous des bombes plus proche de chez moi, mais plus loin aussi, ça a le même impact. Donc, sans nier la réalité de notre sentiment de proximité, je pense que c'est notre responsabilité, si on veut faire cette transition, de travailler sur l'humanité qui nous relie, même si on n'a pas cette proximité directe. Et ça peut être vrai d'ailleurs entre hommes et femmes, par exemple. Je pense que beaucoup plus de femmes ont vécu des violences sexistes et sexuelles et donc peuvent beaucoup plus connecter quand elles entendent un récit que des hommes, parce que proportionnellement, les hommes sont moins victimes que les femmes de ces violences. Est-ce que pour autant, même en comprenant cette réalité, est-ce que les hommes peuvent essayer de se mettre dans une proximité autant que possible en essayant de comprendre ce que ça peut vouloir dire? Ça me semble fondamental et j'essaye de reboucler toujours avec la table ronde, mais c'est aussi ça le nous, en fait. C'est notre responsabilité individuelle et collective à être autant que possible en solidarité plutôt qu'en empathie. Moi, je trouve qu'on parle beaucoup d'empathie, mais pour moi, l'empathie, c'est quelque chose de passif. Donc moi, j'aime bien parler de solidarité parce que c'est quelque chose d'actif qui nous pousse pas seulement à ressentir ou en tout cas essayer de se mettre à la place des autres, mais d'agir pour réparer une forme d'injustice. Claire, pour conclure. J'avais fait ce petit exercice lors d'une conférence que j'avais organisée. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, parfois j'ai l'impression qu'on oublie tout ce qu'on partage ensemble, nous les humains. Et du coup, si vous voulez, on finit par cet exercice. Il s'agit de fermer les yeux 30 secondes et de se demander, d'après vous, nous les humains sur Terre, qu'est-ce qu'on partage toutes et tous? Toutes et tous d'où qu'on vienne. Donc on le fait. Et on le dépose dans la main qu'on souhaite. On se retrouve dans 30 secondes et après, je vous dis la fin de l'exercice. Donc là, on se donne 30 secondes où on réfléchit tous et tous à, d'après nous, qu'est-ce qu'on partage? Vous pouvez revenir à vous, vous le mettez dans une main. Et je vous invite, lorsque vous allez sortir de la conférence, à aller rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas et à lui déposer, lui donner le mot, la chose qu'on partage tous ensemble, et à partir de la conférence avec ce petit truc en plus. Merci Claire, vous repartez avec un petit souvenir, en plus c'est quand même pas mal. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette conférence. On se retrouve dans 10-15 minutes, ouais, 10 minutes, pour une autre conférence sur les jeunesses avec Salomé Saké et Antoine Gentil. Ça va être passionnant, comme celle qu'on vient de vivre ensemble. Donc voilà, vous avez de quoi vous occuper, un petit peu d'espace et des choses à visiter. Donc on se retrouve dans une dizaine de minutes. À tout de suite.